Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à ce séminaire. Et donc, comme l'a dit Lorraine, je vais vous présenter les résultats de ma thèse que j'ai soutenue en juin et qui porte sur les trajectoires de diversification des cultures dans les exploitations agricoles et les territoires. J'ai été encadrée au cours de cette thèse par Marianne Nebaille et Jean-Marc Ménard et accueillie dans les unités SADAS et l'EVA. Donc, la diversité des cultures, c'est l'un des piliers du système agricole agroécologique. Et en effet, une diversité spatiale et temporelle des cultures dans les systèmes agricoles apporte de nombreux services écosystémiques qui permettent d'améliorer ou de réduire ou de maintenir la production agricole en réduisant ses impacts négatifs et d'améliorer la résilience de cette production agricole dans le temps. Une méta-analyse de Béloin et collègues sur les impacts des pratiques de diversification des cultures montre ainsi que la diversification a des impacts positifs qui sont représentés à droite sur le graphique, à la fois sur la biodiversité associée au système agricole, sur la régulation des maladies et des ravageurs ou sur la qualité des sols, ou encore sur la production agricole, la stabilité des rendements et l'efficience d'utilisation des intrants. Malgré cela, on constate que les systèmes agricoles se simplifient et se spécialisent, à la fois en France et dans le monde depuis les années 50 en particulier. Et si on prend l'exemple de la France, on peut observer sur cette série de cartes la forte augmentation des surfaces de blé tendre, donc en couleur de plus en plus sombre, dans le bassin parisien entre les années 70 et 2010, qui correspond à une spécialisation de cette région vers la production céréalière. Cette spécialisation des systèmes agricoles, elle conduit aujourd'hui à une situation de verrouillage technologique avec des systèmes agricoles qui sont organisés autour de quelques espèces cultivées majoritaires dans les assolements. Et cette organisation des systèmes se renforce au cours du temps, ce qui rend très difficile le développement d'autres cultures. Du fait des faibles volumes et des faibles surfaces que les cultures minoritaires représentent, on a un ensemble de freins dans la filière à leur développement. À l'amont de la production, on sait que sur ces cultures, il y a peu de sélection variétale, d'investissement en R&D, de produits phytosanitaires autorisés par rapport aux espèces majoritaires. Au niveau de la production agricole, on a un manque de références et de connaissances sur ces cultures, donc des apprentissages nécessaires pour les agriculteurs, des difficultés à commercialiser ces cultures, et également une adaptation nécessaire entre ces cultures et les ressources productives de l'exploitation. Pour la collecte et pour le stockage, traiter des faibles volumes représente des coûts logistiques importants qu'on retrouve également au niveau de la transformation. Et puis, à cette échelle de la transformation et de la distribution, les standards sont définis pour les espèces cultivées dominantes et donc ne correspondent souvent pas aux caractéristiques des espèces minoritaires. Et enfin, tout au long des filières, on a un manque de coordination entre les acteurs autour de ces cultures mineures qui rendent difficile la réussite de nouvelles filières. Malgré ces verrouillages, il existe des expériences de diversification des cultures dans différentes régions européennes notamment. Et certaines de ces expériences ont été identifiées dans le cadre du projet Divers Impact dans lequel ma thèse s'est déroulée. En effet, le projet Divers Impact compte 25 cas d'études en Europe qui correspondent à des collectifs multi-acteurs qui cherchent à développer des pratiques de diversification des cultures et dont la localisation est représentée sur la carte à droite. Donc, j'ai choisi de m'appuyer sur ces expériences de diversification pour identifier, face au verrouillage, quels leviers sont mobilisés par les acteurs de différentes régions pour diversifier les cultures. Donc, répondre à cette question implique de disposer de cadres d'analyse pertinents pour analyser les changements de pratique des acteurs qui contribuent à la diversification des cultures. Donc, ces changements de pratique vers la diversification, en premier lieu, concernent les agriculteurs, qui sont ceux qui mettent en œuvre les pratiques de diversification sur leurs fermes. De ce côté-là, l'étude des pratiques des agriculteurs est l'un des objets de l'agronomie système. Et ces travaux d'étude des pratiques des agriculteurs visent à comprendre les logiques sous-jacentes
aux pratiques des agriculteurs en lien avec les déterminants, avec des déterminants qui sont à la fois internes et externes à l'exploitation agricole. Et donc, dans notre cas, les pratiques qui nous intéressent, ce sont celles qui concernent les assolements et leur évolution. Et donc, pour mieux analyser les évolutions des assolements au cours du temps, sur le long terme, on peut décrire ces évolutions sous forme de trajectoire de changement, la trajectoire permettant de retracer chronologiquement les pratiques auxquelles on s'intéresse et leur transformation, et donc peut être combinée à une analyse des déterminants et des logiques d'action associées à ces transformations de pratiques. Ensuite, on a vu que les freins à la diversification des cultures s'exprimaient à tous les niveaux des filières agricoles, et ils concernent en particulier tout ce qui tourne autour de la valorisation des produits issus des cultures de diversification à l'aval de la production agricole. Donc, pour comprendre comment les interactions entre les agriculteurs et les filières évoluent dans le cadre de la diversification, on peut analyser les systèmes d'approvisionnement des entreprises de l'aval des filières, c'est-à-dire comment les opérateurs de collecte et de stockage ou les transformateurs s'organisent avec les agriculteurs pour valoriser les récoltes issues des cultures de diversification. Et enfin, dans le cas de la diversification, il apparaît aussi nécessaire de s'intéresser à l'échelle du territoire, où il y a une interaction entre une diversité d'agriculteurs, d'opérateurs de l'aval, qui gèrent une diversité de cultures différentes et qui sont en interaction avec les autres acteurs des systèmes sociotechniques agricoles, en particulier les acteurs du conseil. Ces différents cadres d'analyse des changements de pratique des acteurs m'ont amené à formuler la question de recherche suivante, c'est quelles évolutions des logiques d'action, des connaissances et des pratiques des agriculteurs, en interaction avec quelles évolutions des filières et du conseil agricole, sont à même de soutenir et d'amplifier la diversification des cultures dans les territoires. Donc, pour traiter cette question de recherche, j'ai mobilisé 3 sous-questions. La première, donc, au niveau de l'exploitation agricole, comment et pourquoi certains agriculteurs font-ils évoluer leurs pratiques vers la diversification de leur système de culture et vers le maintien des systèmes de culture diversifiés. Dans ce travail, je me suis focalisée sur les cultures qui sont vendues hors de l'exploitation, afin d'explorer la manière dont les acteurs dépassent les obstacles liés à la commercialisation des cultures de diversification, donc un des obstacles majeurs. Ensuite, au niveau du territoire, je me suis demandé comment les interactions entre acteurs des filières du conseil et agriculteurs peuvent conduire à une diversité de dynamiques de diversification au niveau des territoires. Et enfin, à l'interaction entre agriculteurs et acteurs du conseil, quelles connaissances nouvelles sont acquises et mobilisées par les agriculteurs au cours de leur trajectoire de diversification et par quel processus d'apprentissage ils élaborent ces connaissances. Donc, dans cette présentation, je vais me focaliser sur les 2 premières questions de la thèse, qui concernent donc, les trajectoires de diversification des exploitations agricoles et les systèmes d'approvisionnement des opérateurs de l'aval pour les produits issus de la diversification. Je reviendrai sur les interactions entre ces trajectoires et ces systèmes d'approvisionnement et sur la manière dont ils se combinent à l'échelle d'un territoire. Donc, le plan de ma présentation va reprendre ces 4 points de résultats, les trajectoires de diversification des exploitations, les systèmes d'approvisionnement, les liens entre systèmes d'approvisionnement et trajectoires et les dynamiques territoriales. Et je finirai par une discussion plus générale. Donc, pour commencer, je vais vous présenter rapidement la démarche de recherche que j'ai suivie pour cette thèse. En fait, c'est un travail d'enquête que j'ai réalisé préalablement à la thèse m'a permis de prendre connaissance avec les 25 cas d'études du projet Divers Impact. Et à partir de cette prise de connaissance, j'ai pu sélectionner mes terrains d'études selon 2 critères principaux. Le premier, c'était la présence d'une diversité de cultures sur le territoire pour pouvoir étudier une diversité d'expériences. Et le deuxième critère, c'était d'avoir une diversité de contextes socio-économiques et pédoclimatiques entre mes territoires. Donc, ces critères m'ont conduit à retenir 3 territoires d'études.
Donc, les marches qui sont dans l'est de l'Italie, la Scanie au sud de la Suède et la Vendée dans l'ouest de la France. Donc, pour présenter très rapidement le contexte de ces trois territoires, il s'agit de trois régions qui ont un climat océanique avec une tendance plutôt continentale en Scanie et plutôt tempérée chaude dans les marches. En Vendée, on a une coopérative principale qui collecte la majorité des productions agricoles du territoire, avec seulement quelques autres négoces à côté, et trois cultures principales qui sont le blé tendre, le maïs et le blé dur. En Scanie, on a une cohabitation, on va dire, entre une coopérative qui a une échelle nationale et différentes autres coopératives et négoces locaux plus petits. Et trois cultures principales également, cette fois-ci, donc colza, blé et orge. Et enfin, dans les marches, la collecte est plutôt dominée par un réseau de coopératives, seulement quelques négoces concurrents, et deux cultures principales, le blé dur et le fournisseur. Donc, dans ces trois territoires d'études, j'ai réalisé 75 entretiens, donc à la fois avec des acteurs des filières et du conseil, et à la fois avec des agriculteurs. Et donc, pour les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui, j'ai mobilisé deux axes d'analyse de ces entretiens. Le premier, ça a été d'analyser les trajectoires de diversification de 33 exploitations agricoles. Et le deuxième, d'analyser les systèmes d'approvisionnement des cultures de diversification en m'appuyant à la fois sur les entretiens avec les filières et le conseil et à la fois sur les entretiens avec les agriculteurs. Donc, je vais maintenant passer à la partie de résultats de la thèse. Et pour commencer, l'analyse des trajectoires de diversification des exploitations dans les trois territoires d'études. Donc, pour vous expliquer rapidement comment j'ai caractérisé ces trajectoires, en fait, je me suis appuyée donc, sur des données d'évolution des affolements des exploitations au cours du temps, en distinguant notamment entre des cultures principales et des cultures de diversification pour chaque territoire. Donc, pas à l'échelle de l'exploitation, mais bien à l'échelle de chaque territoire, j'ai défini des cultures principales et des cultures de diversification. Donc, les cultures principales sont celles qui représentent à l'échelle du territoire plus de 10% de la surface et plus de 70% de la surface en cumulé pour toutes les cultures principales. Donc, par exemple, si on prend un assolement fictif pour une exploitation donnée, on va avoir par exemple ici une culture principale qui est le blé dur cultivé par l'agriculteur. Et donc, ensuite, toutes les autres cultures sont des cultures de diversification. Et ici, on a trois cultures de diversification qui sont des cultures de diversification de vente, le pois potager, la févrole et le pois chiche. Et donc, à partir des évolutions d'assolement, les trajectoires d'évolution de la diversité des cultures dans les exploitations sont caractérisées par 17 variables. Et donc, je vais caractériser la diversité des cultures dans un assolement donné par différents indicateurs. Donc, le nombre de cultures totales dans l'assolement, ici il y en a 9, le nombre de cultures de diversification de vente, la proportion que ces cultures de diversification de vente représentent dans le nombre de cultures totales et dans la surface, la proportion que les cultures principales représentent dans la surface, et enfin deux indicateurs plus globaux, l'indice de Shannon et l'indice de diversité des cultures dans la rotation, qui rendent compte à la fois du nombre de cultures et des proportions respectives des différentes cultures. Et donc, pour ces différents indicateurs, ce que j'ai regardé, c'est leur variation relative entre le début et la fin de la trajectoire de diversification et leur variation annuelle moyenne. Et puis, à l'échelle de la trajectoire, j'ai également regardé combien de cultures les agriculteurs testaient, combien de fois ils revenaient en arrière sur certaines cultures de diversification, donc en réduisant les surfaces de ces cultures, et quel était globalement le taux de maintien des cultures de diversification.
Donc ici, j'ai représenté, pas pour l'analyser en détail, mais juste pour donner une idée de la diversité, l'évolution d'un indicateur dans les exploitations agricoles des 3 territoires d'études. On voit bien la grande variabilité qu'il y a entre les trajectoires, à la fois au sein de chaque territoire et entre les territoires. Et donc, en complément de cette caractérisation des trajectoires par 17 variables, j'ai caractérisé les déterminants de ces trajectoires de diversification par des variables qualitatives qui portaient sur les motivations des agriculteurs à diversifier et sur les ressources qu'ils ont mobilisées pour diversifier. Donc, comme on l'a vu, il y avait une très grande variabilité des trajectoires. Et du coup, j'ai cherché à regrouper des trajectoires de diversification qui avaient des formes similaires. Donc, pour cela, j'ai réalisé une classification hiérarchique en composantes principales sur les 17 variables de caractérisation des trajectoires que je vous ai présentées. Et cette classification aboutit à distinguer 3 types de trajectoires de diversification, dont les principales caractéristiques sont représentées sur le graphique ici à gauche. Donc, en fait, les box plots de différentes couleurs correspondent aux valeurs prises pour chaque type de trajectoire pour différents indicateurs, donc les variables d'évolution annuelle du nombre de cultures et du nombre de cultures de diversification, l'évolution de la part des cultures de diversification et de la part des cultures principales dans la surface, et puis le nombre de cultures testées chaque année et de retour en arrière sur les cultures de diversification chaque année. Donc, je vais vous présenter maintenant ces différents types. Donc, le premier type de trajectoire, ce sont des trajectoires de diversification que j'ai appelées faibles ou lentes. On a la proportion de cultures principales qui diminue peu, représentée ici. Et en moyenne, les agriculteurs ajoutent une nouvelle culture tous les 5 ans, à l'heure actuellement. Donc, et au global, une culture et demie en moyenne. Donc, on a assez peu de cultures qui sont introduites et les cultures de diversification de vente représentent chacune environ 10% de la surface. Les motivations qui sont associées à ces trajectoires de diversification sont principalement en fait la comparaison par les agriculteurs de culture à culture, donc la recherche de cultures qui vont avoir une plus haute valeur ajoutée ou de meilleures performances agronomiques que certaines des cultures qu'ils ont déjà dans leur assaisonnement pour pouvoir atteindre des meilleures performances. Et les ressources qu'ils mobilisent pour pouvoir diversifier sont, en termes de débouchés, des débouchés qui varient beaucoup d'une année sur l'autre, parce que les agriculteurs ont du mal à stabiliser souvent la commercialisation. Et j'ai constaté qu'il y avait assez peu d'appel à des connaissances et du matériel ou d'un main-d'œuvre extérieur dans ces types de trajectoires. Le deuxième type de trajectoire correspond à des trajectoires d'augmentation de la surface de culture de diversification de vente, assez importante, avec cette fois-ci une diversification plus importante et assez progressive au cours du temps. Donc, on a cette fois une diminution nette de la surface des cultures principales. Et les agriculteurs introduisent en moyenne une nouvelle culture de diversification de vente tous les 2 ans, avec la surface des cultures de diversification de vente multipliée par 3 au cours de leur trajectoire. Cette fois-ci, on n'a plus seulement des motivations à l'échelle de la culture, mais on a des motivations qui sont à la fois agronomiques, liées au marché ou liées au travail, et qui portent sur l'échelle du système de culture ou de l'exploitation agricole, et donc sur les bénéfices que la diversification pourrait apporter à ces échelles
à différents points de vue. Et en termes de ressources, que ce soit en termes de connaissances, de main-d'œuvre et d'équipement, dans ces trajectoires, on a un fort soutien de l'aval à la diversification des agriculteurs à travers des contrats de production pour les cultures de diversification. Et ces contrats s'accompagnent d'un accompagnement par l'aval pour assurer la réussite des cultures. Et enfin, le troisième type correspond à une forte augmentation du nombre de cultures, donc avec une diversification beaucoup plus forte et une augmentation rapide de la diversité dans le temps. Donc, cette fois-ci, la surface de culture principale est divisée par 2 entre le début et la fin de la trajectoire, et les agriculteurs introduisent en moyenne 2 nouvelles cultures de diversification de vente chaque année. Donc, ça veut dire que certaines années, ils vont introduire beaucoup plus de cultures, et le nombre de cultures totales est multiplié par 3,5 entre le début et la fin de leur trajectoire. Et ce type de trajectoire, il est associé à des fortes motivations agronomiques de la part des agriculteurs, c'est-à-dire qu'on a des agriculteurs qui cherchent à avoir une diversité de cultures en soi pour améliorer la qualité des sols ou pour permettre une conduite en agriculture biologique ou pour d'autres objectifs assez systémiques comme ça. Dans ce type de trajectoire, ce sont des agriculteurs qui investissent fortement de leur temps et leurs moyens dans la production de connaissances et dans la gestion des activités post-récolte des cultures, avec du coup des interventions qui peuvent aller à l'aval de la filière. Donc finalement, pour résumer cette première partie de résultats, on a caractérisé les trajectoires de changement de pratique par un ensemble d'indicateurs qui est assez original, et ça nous a permis d'identifier donc des trajectoires qui aboutissent à des niveaux de diversité plus ou moins élevés. Et ce qu'on a constaté, c'est que ce sont des motivations systémiques qui amènent au niveau de diversité les plus élevés dans les exploitations. Donc systémiques, soit parce qu'elles portent sur l'échelle du système de culture ou de l'exploitation agricole plutôt que de la culture, soit parce qu'elles combinent des motivations à la fois agronomiques et liées au travail ou liées au marché. Et donc finalement, dans ce type de trajectoire, on a différentes manières différents types de ressources mobilisées pour se diversifier, avec un soutien fort par l'aval dans les trajectoires de type 2 et dans le type 3, plutôt un investissement fort des agriculteurs dans la commercialisation et la production de connaissances. Finalement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une cohérence entre les types de trajectoires identifiés, les motivations et les ressources des agriculteurs. Et donc, on va chercher à mettre tout à l'heure en perspective ces différents aspects avec le contexte territorial. Donc maintenant, je vais m'intéresser au système d'approvisionnement des cultures de diversification et donc aux interactions entre les agriculteurs et l'aval des filières autour de la diversification. On a défini, donc, pour commencer, un système d'approvisionnement d'une entreprise agroalimentaire comme la manière dont un ensemble d'unités de production agricole et de collecte assure l'approvisionnement d'une entreprise agroalimentaire pour une culture particulière dans un territoire donné. Autrement dit, un système d'approvisionnement correspond pour nous à une culture produite par un ou plusieurs agriculteurs et destinée à un opérateur de collecte avec un mode d'approvisionnement particulier. Donc, en utilisant cette définition, j'ai identifié 215 systèmes d'approvisionnement dans mes entretiens avec les acteurs des filières, du conseil et les exploitations agricoles. Et donc, j'ai cherché ensuite à classer ces différents systèmes d'approvisionnement, et il est apparu que la question des modalités de coordination entre les agriculteurs et les premiers opérateurs de l'aval, c'était ce qui me semblait le plus à même de rendre compte de la diversité des interactions entre les agriculteurs et les filières autour des cultures de diversification.
En effet, la littérature montre que les modalités de coordination ont un impact majeur sur le fonctionnement des systèmes d'approvisionnement. Et donc, j'ai classé ces différents systèmes d'approvisionnement selon les modalités de coordination et je les ai par la suite caractérisés selon différents aspects. Le premier, c'est la manière dont les agriculteurs et les opérateurs de l'aval gèrent les incertitudes sur la production en termes de volume et de qualité. La deuxième, c'est la manière dont les connaissances sur les cultures de diversification sont produites et circulent dans ces systèmes d'approvisionnement. La troisième, c'est les dynamiques de développement et de stabilisation de ces systèmes d'approvisionnement au cours du temps. Et enfin, les conséquences qu'ils ont pour le fonctionnement des exploitations agricoles et leur dynamique de diversification. Je vais vous présenter les cinq grands types de modalités de coordination entre agriculteurs et opérateurs de l'aval que j'ai identifiés. En particulier, je me suis intéressée à la manière dont ces acteurs, agriculteurs et opérateurs de l'aval, définissent les caractéristiques qu'ils attendent, que doit avoir le produit issu de la culture de diversification. Donc, je vais illustrer ça tout de suite. Le premier type de système d'approvisionnement, c'est ceux qui sont coordonnés par le marché, donc dans des systèmes plutôt de culture de type commodité, où les normes et les standards sur les productions sont définis par le marché, donc plus à l'aval des agriculteurs et des premiers opérateurs de l'aval. Et donc, la coordination entre les agriculteurs et les opérateurs de collecte sont assez faibles, parce que le produit est assez peu défini. Ensuite, à l'inverse, on a des systèmes d'approvisionnement qui sont coordonnés par l'aval, où ce sont les acteurs de la collecte et de la transformation qui vont définir assez précisément des objectifs de volume et de qualité pour les produits issus de la diversification en fonction de leurs attentes de transformation et de commercialisation. Et donc, ces objectifs sont traduits dans des contrats de production avec les agriculteurs, avec des cahiers des charges souvent très précis sur la conduite des cultures et qui s'accompagnent d'un accompagnement technique des agriculteurs par les filières et de différentes ressources qui peuvent être du matériel spécifique ou de la main-d'œuvre spécialisée pour conduire ces cultures. Et donc, ce système-là, ce type de système d'approvisionnement, c'est celui que j'ai retrouvé le plus fréquemment dans mes trois territoires. Ensuite, on a des systèmes d'approvisionnement qui sont cette fois-ci co-construits directement entre des agriculteurs et des transformateurs, sans opérateurs de collecte intermédiaires, avec non plus des objectifs qui sont définis par l'aval, mais une négociation des objectifs de qualité, de volume, des manières de conduire la culture entre les agriculteurs et les transformateurs pour trouver des compromis sur leurs attentes respectives. Et dans un cas, cette fois-ci plutôt tiré par les agriculteurs, on a des systèmes d'approvisionnement en circuit court qui sont coordonnés par les agriculteurs, avec cette fois-ci les agriculteurs qui définissent les objectifs de production et l'organisation de la filière pour commercialiser soit un transformateur, soit directement au consommateur les produits des cultures de diversification. Et pour finir, donc un type de système d'approvisionnement que j'ai identifié que dans 4 situations, mais que j'ai retrouvé quand même dans les 3 territoires d'études et qui correspond à une modalité de coordination un peu à part. C'est le cas de la commercialisation directement d'un agriculteur à un autre agriculteur d'un produit de culture de diversification. Et cette fois-ci, ce sont directement ces 2 agriculteurs qui vont négocier et définir les conditions de l'échange de production. Donc, pour
pour remettre ces types de systèmes d'approvisionnement en perspective, je vais les resituer dans les différents types de trajectoires de diversification que j'avais présentés plus tôt. Donc, si on reprend les différents types de trajectoires, donc les trajectoires de diversification faible ou lente, les trajectoires avec une augmentation forte de la surface de cultures de diversification et celles avec une augmentation forte du nombre de cultures. J'ai représenté ici sur le graphique le nombre de systèmes d'approvisionnement de chaque type qui sont modélisés par les agriculteurs qui sont impliqués dans chaque type de trajectoire. Ce qu'on peut voir, c'est que dans les trajectoires de type 1, on avait vu qu'il y a une instabilité des débouchés des cultures de diversification, et c'est lié en fait au fait que les agriculteurs sont souvent réticents à s'engager dans des systèmes d'approvisionnement coordonnés par l'aval, où ils estiment qu'ils ont trop peu de marge de manœuvre ou de flexibilité dans leur pratique dans la conduite des cultures. Mais ces agriculteurs ont aussi du mal à pérenniser des systèmes d'approvisionnement co-construits. Donc, on voit qu'il y a un petit nombre de systèmes d'approvisionnement co-construits, mais souvent, ces types de systèmes d'approvisionnement ne sont pas vraiment pérennes dans le temps. Et du coup, c'est dans ce type de trajectoire qu'on retrouve le plus de recours aux systèmes d'approvisionnement coordonnés par le marché. Donc, sur des cultures qui, finalement, à l'échelle mondiale, vont représenter des surfaces assez importantes et permettent aux agriculteurs de diversifier sans être dans des systèmes trop encadrés par l'aval. Ensuite, dans les trajectoires de type 2, à l'inverse, on avait vu que c'est des trajectoires où il y a un soutien très fort de la diversification par les structures de l'aval, donc les coopératives ou les transformateurs. Et donc, dans ce type de trajectoire, on retrouve très majoritairement des systèmes d'approvisionnement coordonnés par l'aval. Et on voit quand même que certains agriculteurs font appel de manière un peu complémentaire à des systèmes d'approvisionnement en circuit court qui peut leur permettre de produire d'autres cultures que celles pour lesquelles ils ont des contrats de production ou des cultures avec une plus haute valeur ajoutée. Et finalement, dans les trajectoires de type 3, donc ce que j'avais dit en présentant ce type, c'est que les agriculteurs s'impliquent fortement dans la production de connaissances, mais aussi dans la commercialisation des cultures, dans ce type de trajectoire. Et donc, ça se traduit par le fait qu'on retrouve beaucoup de systèmes d'approvisionnement co-construits avec des transformateurs ou de systèmes d'approvisionnement en circuit court. Et on constate que quand même, de manière ponctuelle, ces agriculteurs peuvent aussi faire appel à des systèmes coordonnés par l'aval ou par le marché de manière un peu opportune. Donc finalement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un lien très fort entre les caractéristiques des trajectoires de diversification et les différents systèmes d'approvisionnement qui sont modélisés par les agriculteurs qui diversifient, mais aussi que les trajectoires de diversification des exploitations agricoles, finalement, ne reposent jamais sur un type de système d'approvisionnement, mais bien toujours sur des combinaisons de systèmes d'approvisionnement qui vont leur permettre de valoriser différentes cultures avec différents types de contraintes associées. Et donc, pour finir la présentation, je vais m'intéresser à l'échelle des territoires pour comprendre comment, à cette échelle, se jouent les dynamiques de diversification des cultures. Donc, pour mieux comprendre au niveau des territoires la pluralité des processus de diversification qu'on a pu identifier, ce que j'ai essayé de faire, c'est de représenter mes 3 territoires d'études sur un axe entre 2 modèles de diversification un peu opposés, qui correspondent à des combinaisons particulières de systèmes d'approvisionnement, de trajectoires et de processus d'apprentissage des agriculteurs. Donc à gauche, ce que j'ai appelé le modèle tiré par l'aval, ça correspond à un territoire qui serait dominé par des systèmes d'approvisionnement coordonnés par l'aval, et donc avec des agriculteurs plutôt dans des trajectoires de type 2, où
ils peuvent développer quelques cultures pour lesquelles il y a des contrats de production proposés par Laval vont pouvoir se développer fortement sur le territoire, mais on n'a pas forcément un très grand nombre de cultures de diversification. Et c'est vraiment Laval des filières qui pilote ici la production de connaissances, voire les processus d'apprentissage des agriculteurs. Et inversement, à droite, donc le modèle tiré plutôt par les agriculteurs, ça correspondrait à un territoire dominé par des systèmes d'approvisionnement co-construits en circuit court ou d'échanges entre les agriculteurs, avec des trajectoires plutôt de type 3, où les agriculteurs développent une grande diversité de cultures, pas forcément sur des surfaces très importantes, qui leur permet de répartir les risques et de répondre à des objectifs agronomiques, mais qui en contrepartie demandent de ces agriculteurs qui s'investissent dans la production de connaissances sur les cultures de diversification et dans l'organisation des activités de transformation, de valorisation de la culture. Donc, si on essaye de positionner du coup mes 3 territoires d'études sur ce texte, je vais commencer par l'exemple de la Vendée que j'ai représenté ici donc comme un ensemble l'ensemble des systèmes d'approvisionnement que j'ai identifiés sur ce territoire. Donc chaque cercle grisé ici correspond à un opérateur de Laval que j'ai identifié. Et les cercles colorés qui sont à l'intérieur correspondent aux différents types de systèmes d'approvisionnement, avec une taille proportionnelle au nombre de cultures, donc de systèmes d'approvisionnement correspondants. Donc en Vendée, on a un opérateur de Laval dominant qui propose un grand nombre de systèmes d'approvisionnement très encadrés, donc 19 systèmes d'approvisionnement coordonnés par Laval, qui explique que dans ce territoire, on retrouve beaucoup d'agriculteurs qui sont dans des trajectoires de type 2, parce qu'ils peuvent bénéficier donc, de la part de cet opérateur d'un accompagnement assez fort pour introduire un certain nombre de cultures de diversification. Mais on a aussi des agriculteurs ou d'autres opérateurs qui ne se retrouvent pas dans ce modèle. Et donc, dans le temps, il y a eu le développement de différents systèmes d'approvisionnement un peu alternatifs à ce modèle-là, donc avec plutôt des systèmes co-construits ou des circuits courts qui se rapprochent un peu plus du modèle agriculteur. Ensuite, dans les marches, on est plutôt de l'autre côté de l'axe, puisque dans ce territoire-là, les opérateurs dominants de Laval, donc qui collectent les cultures principales, n'interviennent pas dans la diversification, donc ne proposent pas de collecter des cultures de diversification, qui a obligé, entre guillemets, les différents acteurs qui voulaient diversifier leur culture à développer des circuits courts ou des systèmes co-construits avec des transformateurs qui leur permettent cette diversification. C'est pour ça qu'on a une grande diversité d'opérateurs et une très forte présence de circuits courts sur ce territoire. Et puis, on a aussi une autre dimension de la diversification sur le territoire qui est liée au développement très fort de l'agriculture biologique sur le territoire, avec des industries et des coopératives spécialisées, donc ce ne sont pas les opérateurs dominants, mais des nouveaux opérateurs qui sont développés autour de l'agriculture biologique et qui, eux, proposent des systèmes d'approvisionnement coordonnés par Laval aux agriculteurs pour essayer de sécuriser aussi les systèmes de culture des agriculteurs en bio. Et puis finalement, en SCANI, on a une situation plutôt intermédiaire entre les deux modèles, puisqu'on a en fait sur le territoire une grande diversité d'industries agroalimentaires qui transforment des cultures de diversification. Donc soit dans des systèmes d'approvisionnement plutôt coordonnés par Laval, soit des systèmes plutôt reconstruits avec les agriculteurs. Et donc c'est ce grand nombre de structures de Laval avec des modalités de collecte un peu différentes permet à pas mal d'agriculteurs de trouver finalement ce qui leur correspond pour diversifier leur culture.
Et de manière un peu plus ponctuelle, on a quelques exploitations qui développent des circuits courts ou des échanges avec d'autres agriculteurs. Donc, finalement, on peut interpréter les dynamiques de diversification d'un territoire comme liées finalement aux compétitions et aux complémentarités qu'il peut y avoir entre ces deux modèles tirés par l'aval ou tirés par les agriculteurs, avec un modèle tiré par l'aval qui permet une assez bonne coordination de la filière et de sécuriser les systèmes des agriculteurs, mais que certains acteurs peuvent trouver trop contraignants du point de vue des contraintes de production et de l'autonomie décisionnelle des agriculteurs. Et de l'autre côté, on a un modèle qui est plutôt tiré par les agriculteurs qui permet une meilleure implication des agriculteurs dans la prise de décision et dans la gouvernance plus partagée de la diversification, mais qui se heurte à pas mal de contraintes organisationnelles et qui rend plus difficile un changement d'échelle dans les surfaces des cultures de diversification. Donc, pour conclure, je vais citer quelques perspectives scientifiques et opérationnelles de travail. Donc, d'abord, pour revenir sur la démarche de recherche, je vais parler de deux choix finalement qu'on a fait pour caractériser les processus de diversification dans les exploitations agricoles et les territoires. Donc, le premier choix qu'on a fait, c'est celui d'analyser des expériences existantes. Donc, en s'appuyant sur des travaux qui montraient l'intérêt de s'intéresser à du changement interstitiel ou aux niches d'innovation, on a choisi d'aller voir finalement comment il pouvait y avoir un déverrouillage dans certaines expériences de diversification. Donc, ce choix s'est appuyé sur le fait de rechercher des situations atypiques et contrastées par rapport au modèle dominant, avec une diversité dans les caractéristiques des territoires et dans les acteurs rencontrés. Et donc, on a des situations atypiques, mais l'objectif, c'était bien d'arriver à décrire des mécanismes de diversification qui pourraient s'appliquer à d'autres situations. Et le fait qu'on ait retrouvé des mécanismes de diversification similaires dans les trois territoires, que ce soit au niveau des exploitations ou des filières, montre que c'est potentiellement applicable à d'autres situations. Et puis, le deuxième choix qu'on a fait, c'était celui de caractériser les mécanismes de la diversification à travers une articulation de différentes échelles et différents cadres d'analyse, avec du coup une démarche qui pourrait elle aussi être remodélisée potentiellement dans d'autres territoires. Donc, ce qu'on a articulé, c'était d'une part l'analyse des trajectoires, avec des indicateurs qui permettent de rendre compte à la fois du nombre de cultures, mais aussi de la surface de culture, et qui distingue les cultures principales et les cultures de diversification, ce qui a vraiment permis de mettre en évidence des types de trajectoires de diversification différents, et donc qui pourraient permettre de diagnostiquer ou d'accompagner la diversification dans d'autres territoires. On a articulé cette analyse des trajectoires à une analyse des systèmes d'approvisionnement en entrant d'une part les modalités de coordination et en regardant au niveau d'un territoire quelle était la diversité de ces systèmes d'approvisionnement et comment ils interagissaient entre eux. Et puis, une dernière partie que je n'ai pas présentée ici, du coup, mais qui portait sur les apprentissages des agriculteurs, qu'on a caractérisé en s'appuyant sur différents travaux en agronomie qui ont été faits ces dernières années sur les apprentissages et qui nous ont permis de mettre en évidence notamment l'importance des dimensions organisationnelles et socio-économiques des apprentissages qui portent sur les dimensions organisationnelles et socio-économiques et leur importance pour la diversification. Et donc, d'un point de vue plutôt opérationnel, finalement, la question à laquelle on a cherché à répondre dans cette thèse, c'était celle des leviers possibles pour la diversification des exploitations et des territoires.
Donc, on peut répondre à cette question des leviers en reprenant la théorie multiniveau des transitions sociotechniques et en s'intéressant aux trois niveaux, justement, des systèmes sociotechniques et à ce qui peut se passer dans ces différents niveaux pour favoriser la diversification. Au niveau du régime sociotechnique dominant, ce qui apparaît crucial pour la diversification, c'est de repenser la place des cultures principales, puisque c'est la place que ces cultures principales occupent dans les systèmes dominants qui rend difficile de manière générale le développement des cultures de diversification. Donc, on a vu j'ai vu dans mes 3 territoires d'études que certaines de ces cultures, en lien avec une demande nationale ou un positionnement à l'export, étaient vraiment considérées comme incontournables pour les agriculteurs et comme vraiment la culture prioritaire pour le territoire. Par exemple, le blé dur dans les marches qui a été très soutenu par les différents acteurs économiques et par les politiques publiques. Mais inversement, il y a d'autres cultures principales donc, qui occupent une forte place, des fortes surfaces dans les territoires qui sont considérées comme moins prioritaires par les acteurs et qui peuvent être remplacées. En fait, les agriculteurs considèrent comme pas forcément très performantes ou très satisfaisantes, mais qui sont des cultures faciles à cultiver pour eux. Et ce que j'ai observé aussi, c'est qu'il y a des dynamiques de diversification dans les territoires qui sont finalement plus ou moins compatibles avec le régime dominant, parce qu'on a des cultures de diversification qui se développent en suivant le même modèle que les cultures principales, avec des systèmes de différenciation par la qualité, ou des cultures qui peuvent être mineures dans le territoire, mais qui en fait sont quand même des cultures très importantes à l'échelle nationale ou internationale et qui du coup sont plus faciles à mettre en place pour les agriculteurs. Et puis, ensuite, il y a le niveau des niches d'innovation. Donc, cette fois-ci, on a des systèmes de diversification qui vont plutôt se développer en dehors du régime et avec des acteurs différents, des cultures différentes de ce qui se développe plutôt dans le régime. Et là, ce qu'on a mis en évidence, c'était la difficulté à dépasser certains verrous organisationnels qui avaient été déjà identifiés dans la littérature. Et ce qui semble clé finalement pour réussir à faire fonctionner ces niches d'innovation, c'est d'arriver à permettre les négociations des objectifs de production entre les agriculteurs et l'aval pour pouvoir amener à des compromis, entre les attentes de ces acteurs et même en allant plus loin à des couplages d'innovation entre les différents niveaux des filières. Et puis, à cette échelle des niches, on peut aussi considérer que la diversification peut tout à fait s'appuyer sur des niches d'innovation, des réseaux d'acteurs de niches déjà existants, notamment dans les 3 territoires que j'ai étudiés, on avait de la diversification qui se développait en lien avec l'agriculture biologique, comme je l'ai présenté dans les marches, mais aussi avec des réseaux autour de l'agriculture de conservation ou en lien avec des indications géographiques. Mais dans ces réseaux-là, on peut aussi avoir des dynamiques de spécialisation et de conventionnalisation qui finalement ne favoriseraient pas du tout la diversification. Et enfin, au niveau du paysage sociotechnique, finalement, ce qui ressort plutôt de mes résultats, c'est qu'on a assez peu d'interventions dans les 3 territoires de cette échelle du paysage pour favoriser la diversification. C'est-à-dire que, en fait,
Il existe des mesures politiques, par exemple, qui vont soutenir l'agriculture biologique ou les implications géographiques, ou la structuration des filières qui peuvent indirectement soutenir la diversification, ou il peut y avoir également des subventions ponctuelles pour des cultures mineures, mais globalement, ces interventions semblent jouer assez peu, enfin, un rôle assez faible finalement dans les dynamiques de diversification de ces territoires. Alors que pourtant, il pourrait y avoir un rôle beaucoup plus important et beaucoup plus appuyé des politiques publiques, des comportements alimentaires et de l'organisation des marchés mondiaux pour appuyer de manière beaucoup plus pérenne la diversification des cultures et beaucoup plus marquée aussi. Et donc pour finir, je vais reprendre également des pistes de levier de diversification pour différentes catégories d'acteurs. Les premiers acteurs finalement qui émergent sont les acteurs des filières aval, qui peuvent avoir un rôle de soutien, voire de pilotage d'initiatives de diversification, un rôle d'appui aux agriculteurs pour la commercialisation, pour des différentes ressources productives ou pour la production de connaissances. Mais ce qu'on a montré, c'est que la diversification pilotée par l'aval, entre guillemets, présente aussi des risques de spécialisation sur une ou deux cultures de diversification ou de rigidité sur les pratiques qu'elle impose aux agriculteurs. Pour les agriculteurs, on voit bien qu'ils ont un rôle majeur dans la conception de pratiques de diversification qui soient justement adaptées aux problématiques de leur exploitation, et aussi dans la contribution à la production de connaissances et à l'organisation même des systèmes d'approvisionnement et des filières pour les cultures de diversification. Ce dont j'ai peut-être pas beaucoup parlé, c'est également le rôle des collectifs d'agriculteurs qui peuvent intervenir à différents niveaux pour la commercialisation des cultures, pour le développement d'apprentissage sur ces cultures ou pour le partage de ressources. Ensuite, pour les acteurs du conseil et du développement agricole, il y a évidemment un rôle de production et de partage de connaissances sur les cultures de diversification, pas seulement à l'échelle de la culture, mais à différentes échelles et en prenant en compte les dimensions non seulement agronomiques, mais aussi de travail et de commercialisation. Et aussi, si on prend un peu plus de recul, ces acteurs peuvent jouer un rôle d'appui à des collectifs dans leur trajectoire de diversification en apportant un appui au diagnostic des situations actuelles, à la conception des systèmes de culture diversifiés et des systèmes d'approvisionnement qui seraient associés. Et puis les acteurs publics, comme je l'ai dit, sont assez peu ressortis dans les entretiens, mais pourtant auraient un rôle pour soutenir les différentes activités liées à la diversification, à tous les maillons des filières, y compris plus à l'aval de ce que j'ai décrit, la distribution et la consommation, et également pour soutenir la constitution et la coordination des réseaux d'acteurs autour de la diversification. Et puis, du coup, peut-être un dernier mot de conclusion pour faire le lien avec IDS et les démarches, la question de la conception. Dans cette thèse, j'ai eu plutôt une démarche de diagnostic, d'analyse des trajectoires des acteurs et des systèmes sociotechniques. Donc, il me semble que ce type de démarche peut servir de point d'appui à des démarches de conception, et je serais curieuse d'avoir vos retours sur cette question.